J'ai pour mission de vous faire une mise au point sur l'état actuel des connaissances sur les réglages du ventilateur au cours du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Voilà, ça ce sont mes conflits d'intérêt. Ah, ça c'est pas moi. Voilà. Ça ce sont mes conflits d'intérêt, c'est-à-dire les sociétés avec lesquelles j'ai effectué des travaux de recherche essentiellement, beaucoup sur la ventilation du syndrome de détresse respiratoire. Alors d'abord, quels sont les objectifs quand on ventile un patient qui a un SDRA? L'objectif, c'est que ce patient ne meure pas. Et donc, il ne faut pas qu'il meure. Et pour pas qu'il meure, il faut quand même corriger suffisamment les échanges gazeux. Mais pour pas qu'il meure, il faut surtout éviter d'aggraver les lésions pulmonaires du syndrome de détresse respiratoire du fait de nos réglages ventilatoires, éviter les barotraumatismes, éviter les effets hémodynamiques délétères de la ventilation, tout ça ayant pour objectif de permettre le retour le plus rapide possible à la ventilation spontanée et donc permettre l'extubation. Et ça, c'est le concept de ventilation protectrice, dont l'objet est de protéger le poumon. Donc, je maintiens le patient en vie, je lui évite de mourir d'hypoxémie, mais tout en protégeant le poumon des éventuelles lésions induites par le ventilateur. Et donc, les questions auxquelles je vous propose de répondre, c'est est-ce qu'il faut ventiler ces patients dans les modes en pression ou dans les modes en volume? Est-ce qu'il faut faire de la ventilation contrôlée ou de la ventilation assistée? Comment il faut choisir le volume courant? Comment il faut régler la pression expiratoire positive? Et quels sont finalement les objectifs gazométriques? Alors, ventilation en volume ou en pression, c'est indifférent. Il faut choisir de ventiler soit en pression, soit en volume. La seule chose, c'est que quand on choisit un mode, il faut bien en connaître le mode de fonctionnement et donc les conséquences et les règles de monitoring. Quand vous ventilez les patients dans un mode en volume, vous allez surveiller les pressions. Quand vous ventilez un malade en pression, vous avez donc réglé la pression inspiratoire et la PEP et vous allez surveiller les volumes. C'est extrêmement important. Et moi, je pense que le mieux dans une unité de réanimation, c'est de choisir une stratégie. Parce que c'est difficile de dire à un médecin, un assistant, puis à une infirmière, ah ben, ce malade-là, il est en pression, alors il faudrait qu'il surveille les volumes. Celui-là, il est ventilé en volume, il faudra qu'il surveille les pressions. Puis au fait, il faut que tu t'occupes de l'hémodialyse, et puis au fait, il faut que tu t'occupes des perfusions de noradrénaline. Enfin, il faut essayer de simplifier les choses, donc il faut une stratégie dans un service. En France, l'immense majorité des services, on a des données là-dessus, on choisit à la phase aiguë du SDRA de ventiler ces patients en volume. C'est la stratégie qu'on a adoptée dans mon service. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mode permet finalement un monitorage précis et en permanence, vous avez ces courbes de ventilateur devant les yeux. Là, par exemple, ce malade avait un volume courant réglé à 380 millilitres, ça c'est nous qui l'avons choisi. Et on monitore sa pression de pic, 40 en l'occurrence, sa pression de plateau, 29 cm d'eau, et sa PEP, qui était réglée par nous à 17 cm d'eau. On voit qu'il n'y a pas de débit du tout à la fin de l'expiration, ce qui veut dire que le poumon s'est complètement vidé, donc il n'y a pas ce qu'on appelle d'autopipe. Et donc on peut calculer ce qu'on appelle, et ça c'est une notion assez récente et tout à fait importante, le delta P, qu'on appelle la pression motrice. Qu'est-ce que c'est le delta P? C'est la fluctuation de pression dans les alvéoles induite par l'insufflation du volume courant. Et donc c'est la différence entre la pression de plateau, qui est la pression alvéolaire de fin d'inspiration, et la PEP. Quand il y a de l'autopep, il faut rajouter à la PEP intrinsèque. Et donc vous voyez que chez ce patient, 29 de pression de plateau, 17 de PEP, sa pression motrice, ou delta P, ou driving pressure pour les anglo-saxons, est de 12 cm d'eau. Par ailleurs, avec ces mesures, on peut très facilement calculer la compliance du système respiratoire, c'est-à-dire la distensibilité du système respiratoire du malade, en divisant le volume courant par cette driving pressure. Donc volume courant 380 divisé par 12. Donc là, j'ai dû prendre une calculette pour préférer la diapo. Et j'ai obtenu une compliance de 32 millilitres par centimètre d'eau. Ça veut dire que chez ce malade, chaque fois que je mets 1 cm d'eau, je gagne 32 millilitres. Ou, en sens inverse, quand je mets 32 millilitres, il y a 1 cm d'eau de pression en plus. D'accord?
Et c'est une grandeur tout à fait importante, et c'est un des signes cardinaux du SDRA. Dans le SDRA, les compliances sont basses parce que le poumon est trop petit et très dérecruté, et donc la surveillance de la compliance est un élément important dans l'appréciation de la gravité d'un SDRA. Et là, vous voyez, c'est très simple. Tout est affiché sur mon ventilateur. Alors, pour tout vous dire, la plupart des ventilateurs modernes font même le calcul tout seul de la compliance, et ils vous l'affichent dans une autre page du monitoring. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut faire de la ventilation contrôlée ou assistée? Il y a des avantages à la ventilation contrôlée. Repos complet des muscles respiratoires, donc on diminue leur consommation d'oxygène. On peut monitorer très précisément les pressions et les volumes, mais ça nécessite de la sédation, voire des curares, et ça pourrait majorer le risque en laissant au repos complet le diaphragme pendant longtemps, le risque de difficulté de sevrage lié à une dysfonction du diaphragme secondaire à ce repos prolongé. La ventilation assistée, moins de sédation, pas de curare, préservation de la fonction musculaire respiratoire, mais contrôle plus délicat du volume courant, éventuellement des adaptations du patient au ventilateur. Et de temps en temps, vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est une courbe d'un patient qui avait un SDRA. Et vous voyez, ici, il était ventilé en volume. Ici, ça, c'est ce qu'on a réglé. Et vous voyez, ça, les courbes de pression qui sont très déformées. Le patient fait beaucoup d'efforts. Et même là, il fait un tel effort qu'il va déclencher 2 cycles d'affilée. Il a ce qu'on appelle un double déclenchement. Et donc, ça, c'est vraiment des choses à éviter au cours du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et donc, pour répondre à cette question contrôlée versus assistée, pour l'instant, il n'y a pas de réponse absolument formelle. Ça dépend un peu de la gravité de la situation clinique. Mais on a quand même une étude tout à fait importante. C'est une étude qui avait été conduite à Marseille par Laurent Papazian, enfin, dans de nombreux centres français, mais coordonnée par Laurent Papazian à Marseille. Il avait comparé 2 stratégies. Soit pendant les 48 premières heures, soit je paralyse tous les malades, je leur donne des curares à bonne dose et ils sont complètement curarisés donc, soit j'évite au maximum les curares. Et il a montré dans cette étude que, vous voyez, la différence de mortalité en réanimation, les gens qui recevaient des curares pendant les 48 premières heures, 29% de mortalité, contre 39% chez ceux qui ne recevaient pas de curares. Et donc, cette étude ne nous dit pas forcément qu'il faut curariser absolument tout le monde pendant les 48 premières heures, mais en tout cas qu'il ne faut pas hésiter. Et il faut surtout éviter, ce que je vous ai montré avant, ces désadaptations du patient au ventilateur. Alors ensuite, une fois qu'on a dit qu'on voulait faire de la ventilation en volume, contrôlée par exemple au tout début, comment il faut régler le volume courant? Et ça, il y a une étude majeure, c'est l'étude la plus célèbre en termes dans l'histoire de la recherche sur la réanimation respiratoire du SDRA. Cette étude avait comparé 2 stratégies, un petit et un grand volume courant, 6 contre 12 millilitres par kilo de poids prédit, c'est-à-dire un poids qu'on prédit en fonction du sexe et de la taille, qui est un peu différent de temps en temps du poids mesuré. Pareil, je connais des gens qui ne sont pas exactement au poids prédit. J'en ai déjà rencontré. Aux États-Unis, la moyenne de la population pèse 18% de plus que le poids prédit. En France, 14%. Donc voilà, et cette étude avait montré, ça c'est la mortalité, c'est le pourcentage de patients vivants. Et il y a une grosse différence entre les 2 bras avec un avantage au petit volume courant de 10%. Ça veut dire que simplement le fait de tourner le bouton du ventilateur, entre un grand volume courant ou un volume courant qu'on considérait à l'époque comme standard, à 6 millilitres par kilo, un volume courant modéré, vous réduisez la mortalité de 10%. Ça veut dire que vous sauvez une vie tous les 10 malades. C'est absolument considérable. C'est un effet absolument énorme. 10% de morts en moins. Je rappelle que l'incidence du SDRA, c'est environ 200 cas par million d'habitants et par an. Donc vous multipliez par 65, sous 60, vous voyez, et le nombre de vies que vous sauvez simplement en réduisant le volume courant. Alors ensuite, la question, c'est comment il faut faire pour régler de façon individualisée le volume. Alors il y a plein de propositions et qui ne sont pas toutes incompatibles. Aujourd'hui, il y en a 3 grandes. Sur la pression de plateau, je limite à 30 cm d'eau, ou je fais comme dans l'essai américain 6 ml kg à tout le monde, ou je regarde la fameuse driving pressure et je fais en sorte qu'elle soit inférieure à 14 cm d'eau. Nous, c'est ce qu'on fait dans le service. On fait 6 ml kg de poids prédit. Ces tables-là, on les a partout. Et par exemple, si je reçois un homme qui mesure 1,78 m, eh ben, je vois qu'il faut que je lui donne un volume courant de 440, et c'est comme ça qu'on règle le volume courant. Ça, c'est l'étude de Marcello Amato, un collègue brésilien, qui avait mis en avant la
la valeur, l'importance de ce delta P, de la driving pressure, plateau moins pipe. Vous voyez, il montrait bien qu'après, quand on passait au-dessus de 14, la mortalité augmentait tout à fait significativement. La deuxième question, c'est comment je vais, ou troisième, voire quatrième, donc on a dit contrôler, volume, petit volume courant, comment je vais régler la PEP, c'est un sujet compliqué parce que la PEP a à la fois des effets positifs, ça améliore l'oxygénation, ça peut protéger le poumon, mais d'un autre côté, ça peut éventuellement contribuer à la surdistension et aux effets hémodynamiques délétères. Et donc, il y a eu 3 grandes études qui ont essayé de comparer des stratégies avec pipe élevée versus pipe basse. Et la conclusion de ces études, elle est ici, c'est le cumul de toutes les données de ces études qui montrent que quand on a des patients graves, ce qu'on appellerait maintenant des SDRA modérés ou sévères, c'est-à-dire PO2 sur FiO2 inférieur à 200, il vaut mieux faire une pipe élevée, la mortalité est plus faible, alors que, à contrario, pour les SDRA pas graves, c'est-à-dire qu'on appelle mineurs maintenant, entre PO2 sur FiO2 entre 300 et 200, il vaut mieux faire une pipe modérée. Alors c'est quoi une pipe élevée? C'est en gros supérieur à 14 cm d'eau. Voilà, et donc il y a plusieurs techniques proposées pour régler pour obtenir ce type de pipe au plan individuel. Ça, c'est la technique nord-américaine. En fait, ils augmentent la FiO2 et la PEP jusqu'à obtenir leur objectif d'oxygénation. Voilà, c'est très simple. Mais il y a encore plus simple, c'est ce qu'on a fait en France dans l'essai express, et c'est ce que nous on fait au quotidien. Une fois qu'on a réglé le volume courant à 6 ml/kg avec la table que je vous ai montrée, eh ben, on va augmenter la PEP jusqu'à obtenir une pression de plateau, la pression ici alvéolaire de fin d'inspiration, là pendant le plateau ici, à entre 28 et 29 et 30 cm d'eau. Par exemple, chez ce patient, 380 de volume courant. Pour avoir une pression de plateau à 29, il fallait une pipe à 17. Alors voilà ma proposition pour aujourd'hui dans l'application de ces données. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? D'abord, on mesure chez les patients qui ont SDRA, on mesure le rapport PO2, on fait les gaz du sang en pipe 5, dans une pipe modérée. Comme ça, on qualifie la sévérité du SDRA en fonction du rapport PO2 sur FiO2. Les SDRA mineurs, PO2 sur FiO2 300 à 200, on fait des pipes modérées 5 à 10. Les SDRA sévères, PO2 sur FiO2 inférieur à 100, on fait pipe élevée avec la technique que je viens de vous montrer. Et entre les deux, et ça c'est la majorité des malades qui ont une PO2 sur FiO2 entre 200 et 100, on fait cette stratégie, un test de pipe, on fait pipe 5 contre pipe 15 et on regarde les effets hémodynamiques sur les gaz du sang, sur la compliance. Et si ça améliore bien la PO2, l'augmentation de la pipe augmente bien la PO2 sans trop altérer la compliance ni l'hémodynamique, on met une pipe élevée. Quels objectifs en termes d'oxygénation? Voilà ce qui est fait dans les études. Vous voyez, c'est des objectifs assez modestes finalement. Saturation entre 88 et 95. Et donc, c'est ce qui est fait dans toutes les études. On n'a pas de preuve que ce soit meilleur qu'un autre objectif. Il y a une étude en cours en France sur ce sujet qui est coordonnée par l'équipe de Besançon qui va tester 2 objectifs d'oxygénation. Mais pour l'instant, on n'a pas ces données. Donc, la recommandation, c'est d'appliquer ce type d'objectif. Pour la PCO2, voilà l'objectif. Il faut adapter la ventilation pour obtenir un pH proche de la normale, sans être en alcalose. Et donc, quand on utilise un petit volume courant, ça fait qu'on est obligé d'utiliser des fréquences élevées. Vous voyez, en moyenne, dans les études qui ont fait 6 ml/kg, il faut une fréquence aux alentours de 30 en moyenne. Alors, ça dépend d'un patient à l'autre. Bien sûr, il faut contrôler les gaz du sang. Un message important, c'est quand on utilise ces stratégies, il faut réduire ce qu'on appelle l'espacement instrumental. C'est toute la tuyauterie qui sépare les voies aériennes du malade de la pièce en Y du ventilateur. Et il avait été montré que quand, par exemple, on remplace le filtre échangeur de chaleur et humidité par un humidificateur chauffant, sans rien changer au réglage du ventilateur, ça permet de diminuer la PCO2. Un message important, notamment pour les infirmières, c'est le dérecrutement. Les aspirations, il ne faut pas dérecruter ces malades, il ne faut pas vider, diminuer leur volume pulmonaire. Et il y a une circonstance où on est contraint à le faire éventuellement, c'est les aspirations trachéales. Et donc, mon message, quand vous aspirez un patient qui a un SDRA, pas de déconnexion du ventilateur et au mieux utiliser un système clos. Donc voilà mes recommandations pour conclure. Volume contrôlé, monitorage de la pression de plateau et de la driving pressure, du delta P. Volume courant 6 ml, pression de plateau inférieure à 30, driving pressure inférieure à 14. Objectif d'oxygénation modeste. Pipe en fonction de la gravité, plus test de pipe dans les gravités, dans les SDRA modérés. Réduire l'espacement instrumental, éviter le dérecrutement lors des aspirations et curar à la phase initiale dans les SDRA modérés.